Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, on va revenir sur l'épisode 2, jeux et apprentissage. Alors, donc pour ce podcast, on est en compagnie de Marion. Est-ce que tu veux te présenter ? Eh bien, je suis Marion et je suis ergothérapeute. J'ai 24 ans et je crois que c'est ce que j'ai envie de présenter de moi. Ben, c'est pas mal déjà. Alors, est-ce que tu as suivi le tips ? Oui, tout à fait. Est-ce que tu l'as bien suivi ? Avec attention. Oh, ça c'est beau. Alors, explique-nous un petit peu ton expérience. Est-ce qu'il y a des jeux particuliers auxquels tu as joué ? Et quelles sont les émotions que tu as ressenties avec les jeux ? J'ai joué à 3 jeux. Donc le premier, je l'ai joué en situation à domicile, on va dire, avec des gens avec lesquels j'ai l'habitude de jouer. Donc Codename, en fait, j'ai ressenti 2 émotions principales. C'était la satisfaction et la frustration, qui sont assez antinomiques. La satisfaction, quand j'ai joué avec quelqu'un que je connaissais bien, parce que c'était hyper fluide, en fait. Nos réponses, elles étaient plutôt pas mal. Donc on a bien avancé sur les parties. Et au contraire, j'ai ressenti un peu de frustration quand j'ai pu jouer avec des personnes auxquelles que je connaissais moins en fait, parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde et on avait du mal à se comprendre. Donc sur ce jeu-là, ouais, c'est globalement les deux sensations que j'ai pu ressentir. C'est marrant que ce soit les deux que tu mettes en avant, parce que dans la plupart des jeux vidéo, c'est ce qui cherche à procurer ces deux sensations-là, de façon à créer un manque au bout d'un moment, et vouloir y retourner, et y retourner, et y retourner en fait. Ok. Ouais. Ok. Ensuite, j'ai pu tester 2 autres jeux dans une situation assez particulière que je ne connaissais pas, qui est les bars à jeux. Je m'y suis rendue avec certaines personnes que je connaissais bien et d'autres que je connaissais pas, pour un peu pimenter la chose. J'ai pu jouer à 2 jeux, donc j'ai joué à Magic Maze et à Captain Sonar. Je connaissais vraiment pas ces 2 jeux. Et c'est assez paradoxal parce que le premier jeu, quand il est arrivé, je me suis dit waouh, ça va être super simple. Magic Maze a un plateau assez simple et assez enfantin, je trouve. Donc j'ai eu un sentiment plutôt rassurant. Et au contraire, quand Captain Sonar est arrivé, c'est quelque chose de très imposant, qui a l'air assez angoissant, etc. Et j'ai plutôt stressé. Et à la lecture des consignes et lors de la mise en jeu, c'est totalement l'inverse qui s'est passé. Magic Maze, c'est un jeu avec un temps imparti, où il y a des consignes qui sont assez complexes, je trouve. Et ça m'a totalement sorti de ma zone de confort du début, en fait. J'ai commencé à pas mal stresser. Notamment, il y a des doubles tâches qui sont demandées dans un temps imparti. Et au début, j'étais super frustrée parce qu'en fait, je comprenais rien. Tout se passait hyper vite et j'ai l'impression de subir cette partie, c'était terrible. Et au fur et à mesure, je me suis sentie de plus en plus performante, donc ce sentiment de frustration a un peu diminué. Après, j'ai ressenti aussi quelque chose de plutôt rassurant au début, d'être 2 avec une même consigne. On était 2 à pouvoir avoir le même rôle. Au début, ça m'a vachement rassurée quand je me sentais non performante ou pas trop performante. Et plus je me suis sentie performante, plus c'est quelque chose qui m'a frustrée, parce que du coup, on était 2 à pouvoir faire la même chose, et des fois, on se piquait un peu les rôles. Et du coup, ça m'a peut-être un peu frustrée. Donc voilà. Et le fait d'avoir un temps, ça m'a procuré énormément d'excitation et d'adrénaline, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti, surtout à la fin des parties, quand le temps s'écoulait de plus en plus. C'est ça que j'ai ressenti principalement, ouais. Après, sur Captain Sonar, au début, j'ai eu de l'appréhension. Donc, comme je disais, parce que le plateau me paraissait très complexe, il y avait une fiche de consignes, donc de règles qui était très imposante. Et ça m'a un peu mis de l'anxiété. Peut-être un peu fort, mais... Et à la lecture des consignes, j'ai trouvé ça aussi un peu complexe, mais dès que j'ai commencé à y jouer, tout est devenu plus fluide. J'ai ressenti un truc hyper agréable parce que on était 4 dans une même team et on avait chacun des rôles assez définis.
Et ce qui aurait pu être stressant justement du fait d'avoir cette charge personnelle, eh ben, ça s'est transformé en quelque chose de trop bien parce qu'on était tous hyper performants en fait dans nos tâches. On s'y retrouvait tous bien et ça a créé une super dynamique. En fait, on se félicitait chacun, on était vraiment dans un truc d'équipe, quoi, de team. Et ouais, en fait, ça a amené de la joie, en fait. J'étais trop contente. Ce jeu, il était vraiment top. Et le fait de trouver une stratégie ensemble, de réfléchir à des techniques, des choses comme ça a amené beaucoup d'excitation, en fait. Et c'est trop bien, parce que c'est un peu une sorte d'excitation d'équipe, quoi. Du coup, on se chauffait tous un peu ensemble. Voilà. T'as fait une partie de chaque ou t'en as fait plusieurs? Alors, Codename, j'ai fait 3 parties. Magic Maze, j'en ai fait 2. On a fait la première partie qui était une sorte de démo, et ensuite on a fait une qui était un peu plus... Enfin, le niveau était un peu plus élevé. Et Captain Sonar, on a pu en faire qu'une parce que c'était des parties qui étaient relativement longues. Tu as dit, dans les 2 cas, finalement, il y a un moment où tu t'es senti stressé parce qu'il y avait une certaine complexité qui était là, avant que ça aille un peu mieux quand même. Ouais. Est-ce que tu dirais que ce moment, ou ce temps-là, où il t'a fallu t'adapter et où finalement ça a été, est-ce que ça a été plus ou moins long? C'est difficile à dire parce que quand on joue, on est tellement dans le truc, quoi, qu'on a du mal à s'en rendre compte. Je pense que Captain Sonar, ça a été très rapide parce qu'en fait, dès la mise en jeu, on prend sa place, et dès la mise en jeu, le fait d'avoir un temps qui est illimité, il n'y a pas trop de contraintes de temps, ça a permis une prise de confiance assez rapide. Magic Maze, ça a mis un peu plus de temps. Je pense que j'ai mis une partie entière, voire les 2 parties, à réussir à passer dans cette deuxième phase. Ok. Et ça déjà, moi je trouve ça déjà intéressant en soi. Parce que quand dans la vie, tu te retrouves dans une situation où tu as de l'anxiété, où tu te sens pas à l'aise, souvent il te faut beaucoup de temps avant de réussir à te sentir à l'aise avec cette situation. Et dans un jeu, on y arrive beaucoup plus rapidement finalement. Donc je trouve ça intéressant. Et du coup, réussir à se sentir à l'aise dans une situation, quelque part, c'est apprendre, comprendre la situation et changer notre façon d'être et de faire vis-à-vis de cette situation. Et c'est ce qu'on fait avec le jeu. Et on le fait naturellement, on le fait facilement et on le fait rapidement. Et c'est essentiellement lié aux émotions, à cet esprit d'équipe dont tu parlais. Et c'est là pour moi tout l'intérêt du jeu dans l'apprentissage. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est rigolo parce que j'ai pas l'habitude de réfléchir et de me poser plus de questions que ça quand je joue à un jeu, parce que pour moi c'est quelque chose de... Voilà, c'est du jeu, c'est du rigolo, et j'évite, je pense pas approfondir. Et en fait, en réfléchissant, je me suis rendu compte que ce que je produisais dans les jeux, en fait, je le reproduisais vraiment à l'identique dans la vie réelle. Et que me retrouver face à une situation de stress, une nouveauté en fait, quelque chose que je savais pas faire, ça me mettait exactement dans cette émotion de pic, d'anxiété, qui retombait après direct quand je me rendais compte que c'était pas si terrible que ça. Ouais. Et c'est fou parce que je me suis vraiment retrouvée dans cette situation-là. Et j'en avais jamais pris conscience en fait. Et c'est pour ça que pour moi, le jeu de rôle est vraiment le jeu idéal pour ça. Parce qu'on peut voir directement les parallèles avec notre vraie vie. Puisque pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, il y a un maître de jeu qui réunit différents joueurs. Le maître de jeu va commencer à décrire certaines situations et donc construire un certain scénario où les joueurs vont devoir interagir et interpréter un personnage dans cette situation. Et du coup, ça permet d'expérimenter, de tester et d'imaginer tout un tas de situations vraiment très diverses et variées. Et du coup, le parallèle est beaucoup plus direct avec notre vie personnelle. Et on se rend bien compte que du coup, on fait des actions, on fait des choix qu'on n'aurait pas forcément fait si on y était vraiment. Pour autant, il faut comprendre quelque chose, c'est que quand on s'imagine faire quelque chose et quand on fait quelque chose, les circuits neuronaux sont similaires. Et donc, expérimenter quelque chose par le jeu, quelque part, c'est déjà apprendre à le faire pour de vrai. Donc ça c'est fou. Donc là, ce que tu as appris avec le jeu, tu l'as appris pour de vrai. J'espère bien. Du coup, ouais, le jeu de rôle a vraiment une place pour moi une place très particulière au milieu de tout ça.
parce que de un, on fait un lien direct, et en plus de ça, le nombre de situations qu'on peut expérimenter et explorer sont vraiment très diverses et variées. Là où dans les jeux, on a un certain cadre qui est là, et finalement, on peut assez rapidement retomber sur les mêmes choses, les mêmes scénarios, quelque part les mêmes scénarios, alors que dans le jeu de rôle, les possibilités sont tellement illimitées qu'on peut être confronté à vraiment tout et n'importe quoi. Moi, je sais que je joue régulièrement et j'ai l'exemple d'un joueur qui se retrouve à être très émotif dans les jeux de rôle et qui, du coup, passe par tout un tas d'émotions dans les jeux de rôle, qui passe par des pensées très différentes dans les jeux de rôle, qui passe par, du coup, des actions et des réactions très différentes. Et du coup, il enchaîne énormément d'expériences différentes, ce qui fait que ça l'amène à réfléchir beaucoup plus profondément à chacune des situations, et finalement même dans les situations de sa vie. Alors je sais pas si c'est le jeu de rôle qui fait que, en tout cas, je suis sûr que c'est quelque chose qui joue. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Après voilà, comme dans la plupart des jeux, et comme tu le disais, la façon d'y jouer, l'état d'esprit avec lequel on y joue, importe beaucoup. Ça importe beaucoup parce que, comme tu disais, jusqu'à maintenant, tu jouais beaucoup pour l'aspect divertissement. Et quand tu es uniquement dans cet aspect-là, tu prends moins de choses de ce qu'il y a à apprendre. Alors qu'il y a énormément de trucs à apprendre et à apprendre. Et du moment où tu commences déjà à te conscientiser certaines de ces choses, tu te mets à apprendre beaucoup plus de choses. Tu es d'accord avec ça ? Plutôt d'accord. Je vais mettre en pratique et je te ferai un retour pour voir. Par curiosité, par rapport à la première vidéo, tu as quand même mis en place des petits changements et tout ? Bien sûr, totalement. Mais, ce que je disais par rapport au jeu de rôle, et voilà. Par rapport au bar à jeu, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Aussi aller vers d'autres personnes. C'est vrai que j'ai tendance à voir un peu tout le temps les mêmes personnes. Et là, le fait de jouer avec de nouvelles personnes, pour moi, c'est un gros changement. Et après, je pense que de nature, je suis quelqu'un qui essaie de changer beaucoup de choses un peu tout le temps. Donc, je me retrouvais bien là dans ce jeu. Et dans ce jeu, si oui, au final, le jeu de la vie. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à noter un peu tous les petits changements que je faisais, aussi minimes qu'ils soient. J'ai trouvé ça plutôt cool. Ok. À la fin de la vidéo, je rappelais que enfant, on avait compris que le jeu c'était un bon créateur de liens. Du coup, est-ce que tu penses que les personnes avec qui tu as joué et que tu ne connaissais pas ou pas trop, tu as pu t'en rapprocher avec le jeu ? Ah mais totalement, mais totalement. Notamment, je pense que par le jeu, on apprend beaucoup sur les personnalités, sur comment est la personne, comment elle va réagir, sa place dans une équipe et comment elle va intégrer les autres. Ça, je trouve ça génial, je trouve qu'on peut vraiment voir qui est la personne au fond, et notamment une personne avec qui on a beaucoup accroché et qu'on va sûrement on va refaire d'autres games ensemble. Je pense que c'est acté. Du coup, il y a un truc un peu particulier dans le jeu, justement, j'en ai vite fait parler en faisant le parallèle avec les jeux de rôle et les jeux, du coup, plutôt ce qu'on appelle les jeux de société, c'est que dans les jeux de société, il y a quand même un cadre qui est clair et bien posé. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, il y a un cadre. Parfois, on n'a pas forcément conscience de ce cadre-là. Dans le jeu, on l'a tout le temps en pleine conscience, ce qui nous permet justement de réfléchir en fonction de ce cadre, de s'adapter et d'avancer. Et je pense que dans notre vie, que ce soit au travail, que ce soit dans nos relations amoureuses, amicales, que ce soit en soirée ou dans un bar, tout ce qui est plus classique, il y a un cadre qui est là. Et si on prenait le temps, quelquefois, justement, de bien comprendre et de bien se définir ce cadre, on saurait parfois mieux s'adapter. Que ce soit justement pour aller voir d'autres gens si on en a envie dans un bar, que ce soit au boulot dans une situation un peu stressante ou qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude. Le fait de se reconnecter, entre guillemets, avec ce cadre, nous permet de voir ce qu'on peut faire. Ce qu'on ne peut pas faire, mais aussi ce qu'on peut faire, en fait. Je trouve que c'est très intéressant, notamment dans le jeu de rôle. J'aime vraiment énormément les jeux de rôle pour ça. C'est que justement, je trouve qu'on peut aller un peu titiller ce cadre, qu'on peut essayer de s'en rapprocher le plus possible. Et je trouve que ça nous fait un peu sortir de nos limites, de ce qu'on a l'habitude de faire. Je trouve moi, je sais que je me complais un peu dans des jeux de plateau avec un cadre assez rigide. J'avoue, je commence à me lasser de ça parce que j'arrive pas à aller plus loin que le cadre vu qu'il y a des règles. Donc bien sûr, on peut tricher, on
on peut inventer d'autres règles. Donc je trouve ça assez rigolo, mais c'est vrai que le jeu de rôle, je trouve c'est très satisfaisant pour ça, de pouvoir repousser un peu le cadre, l'élargir, parce qu'il est malléable au final dans ce genre de situation. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire en fait. Parce que c'est vrai qu'un cadre, il est posé par une certaine instance, mais il y a aussi beaucoup de ces cadres qu'on se construit nous-mêmes et dans lesquels on s'enferme, ce qui finit par créer une certaine zone de confort. Et parfois, il est important justement de remettre en question ce cadre pour pouvoir en sortir et faire autre chose, quelque chose de nouveau. Et ça, c'est quelque chose que petit, on sait assez vite faire en fait. Quand il y a un jeu, il commence à nous déplaire pour une raison ou pour une autre, on dit que finalement on fait comme ça, quoi. Et on le fait naturellement et on apprend tristement à ne plus toucher au cadre et à le respecter coûte que coûte. Ou alors, quand on va le dépasser, on a conscience que c'est pas forcément une bonne chose, que ce sera pas forcément bien vu, voire on est marginalisé par les autres. Alors que finalement, quelque part, c'est un peu notre essence de chercher à tester ce cadre, à le dépasser quand on peut, et évidemment parfois à comprendre qu'il y a certains cadres qu'on n'a pas à dépasser par contre. Et puis de voir aussi peut-être que certains cadres ne correspondent pas, et que on peut très bien en changer. Alors, j'ai l'exemple de changer de travail, changer de lieu de vie, changer de plein de choses. Je pense que c'est ça aussi, c'est bien de voir qu'un cadre ne nous définit pas et définit pas le reste de notre vie pour toujours de façon très rigide, et qu'on peut le casser, ce cadre, le bouger, le tordre et essayer de sortir un peu de ce pétrin. Et du coup, dans les jeux, justement, comme on prend conscience de ce cadre-là, on établit certaines stratégies en fonction de ce cadre. Si elle ne nous va pas, on la change. Et en vrai, le cadre, ça n'est pas uniquement quelque chose qui nous restreint. C'est aussi quelque chose qui peut nous guider et nous aider à réfléchir sur certaines choses. Donc oui, des fois, il faut savoir le bousculer, mais déjà avant ça, peut-être apprendre à bien prendre en conscience ce cadre pour voir ce qu'il nous apporte. Ce que j'aime beaucoup, du coup tu n'y as pas joué, mais je sais pas si tu connais le jeu Hanabi, qui est un jeu où en fait il faut faire le plus beau des feux d'artifice possible. On a des cartes, chacun ne voit pas ses propres cartes, ce sont les autres, les alliés, qui voient nos cartes. D'accord. Et il faut poser la bonne carte au bon moment. Du coup, on peut discuter en amont d'une stratégie, mais une fois qu'on est dans le jeu, par contre, on n'a plus le droit de parler. Je crois qu'on a 1 ou 2 mots à dire à chaque tour ou un truc du genre. Je sais plus trop, ça fait un moment que j'y ai pu jouer. Mais du coup, ça nous force à réfléchir à une stratégie avant, et ensuite de l'établir en essayant de se comprendre le mieux possible les uns les autres. Et ce travail-là est un peu particulier, parce que du coup, on ne peut pas changer de stratégie en cours de route, donc il faut bien l'avoir établi avant. Les parties sont rapides, donc au pire, on peut retester après une nouvelle stratégie. Mais parfois, surtout au début, en fait, justement, il y a des idées de stratégie qui peuvent nous venir en route, mais on ne peut pas les partager. Du coup, tu peux essayer de la mettre en place, mais il faut que l'autre te suive, il faut que l'autre te comprenne. Et du coup, c'est un cadre très particulier dans lequel on peut établir une stratégie sur laquelle on ne peut pas discuter en temps réel. Dans la vie aussi, on a certains cas comme ça, qui est un peu particulier. Et moi, je sais que par exemple, quand j'entreprends une action, j'ai du mal pendant cette action à me dire « Ah, mais en fait, c'était pas le bon truc, ça aurait été mieux, donc je vais m'arrêter pour faire l'autre. » Je vais jusqu'au bout de mon action, et c'est une fois que je l'ai terminée que je me dis « Ah bah non, en fait, ça aurait été mieux comme ça. » Ouais, mais trop tard, tu l'as fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut apprendre à faire. Donc, Hanabi ne le permet pas, mais par contre, le jeu de rôle le permet à tout moment. D'autant plus que dans le jeu de rôle, en fait, il y a une partie roleplay où on est vraiment dans nos personnages, et donc tout ce qu'on dit sera dit dans le jeu, tout ce qu'on fait sera fait dans le jeu. Mais il y a aussi une partie qu'on appelle HRP, hors roleplay, où les joueurs parfois, entre guillemets, trichent un peu et discutent entre eux sans que ce soit les personnages qui discutent entre eux. Et du coup, ça nous permet, même au milieu d'une action, entre guillemets, de se dire pause. Là, finalement, tu ferais peut-être mieux de faire ça. Ah ouais. Et cet exercice-là de penser, je pense qu'on peut vraiment en retirer quelque chose, encore une fois, de très puissant, et qu'on devrait tous apprendre à faire, moi le premier. C'est drôle parce que Magic Maze, c'est un peu le même principe. Une fois qu'on lance le chrono, on ne peut plus parler. Et justement, c'est vrai que ça, j'avais pu le remarquer. Alors déjà, c'est très très frustrant. On n'a pas l'habitude. On a envie de se faire des signes, des gestes, de montrer du doigt alors qu'on n'a pas le droit. C'est assez compliqué à mettre en pratique.
Mais je trouve que c'est vrai qu'on voit... alors je fais partie de la même catégorie que toi. Quand je me lance dans quelque chose, il faut que j'y aille au bout. Et quand on se met sur une stratégie et qu'il y en a un ou deux qui changent un peu de mouvement au milieu du jeu, je trouve qu'on voit vraiment les personnes qui arrivent à glisser dedans et d'autres qui sont rigides un peu comme moi et qui du coup sont un peu perdus, arrivent moins bien à s'adapter à ce mouvement-là. Et ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je l'ai noté sur Magic Maze. C'est une compétence qui est vraiment puissante à obtenir. Et justement, je pense qu'elle est à mettre en lien avec cette idée de venir bousculer le cadre, en fait. Parce que là, du coup, la stratégie, quelque part, c'est un cadre qu'on s'est nous-mêmes imposé. Et comme on se l'est nous-mêmes imposé, on a peut-être un peu plus de mal à aller contre. Ou simplement à le dépasser un peu. Comme si finalement, ça ne serait plus être fidèle avec nous-mêmes que de changer de stratégie. Et de pas pouvoir l'exprimer, de pas pouvoir avoir un accord en fait de tout le monde et de se dire ok. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi ça, un peu quand on se lance dans un jeu ensemble, c'est un peu un contrat qu'on se donne, cette stratégie-là. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de se dire ah ben ok, si on change de stratégie, en fait on trahit nous-mêmes et on trahit le groupe. Il y a quelque chose d'assez spécial, je trouve quand même. Alors que pourtant, changer de stratégie parfois, et souvent quand on s'en rend compte au milieu de l'action, c'est pour une meilleure stratégie. Donc on voudrait améliorer le truc, mais on se le permet pas parce qu'il y aurait une discordance, parce qu'il y aurait une dissonance, parce qu'il y aurait un sentiment de trahison peut-être quelque part, quoi. C'est quand même assez curieux. Ouais. On veut faire quelque chose de mieux, mais on se le permet pas. C'est ça. Et du coup, justement, peut-être qu'il faudrait apprendre simplement à s'autoriser. Je pense que toute la chaîne est sur l'écologie personnelle, et je pense qu'il y a un point central autour de l'écologie personnelle, c'est apprendre à s'autoriser, à être nous-mêmes, à faire un peu plus, à faire autrement, à faire moins parfois, tout simplement, s'autoriser. Je pense que c'est vraiment le cœur de l'écologie personnelle. Et je trouve aussi que c'est quand même quelque chose de... Alors je pense qu'il y a quand même deux phases. Il y a à s'autoriser à faire des choses qui ont un impact pour soi-même et s'autoriser à faire des choses qui vont avoir un impact potentiel sur d'autres personnes. Ça, je trouve que c'est plus compliqué. Bon, je pense qu'on passe tous par la première étape puis par la deuxième, mais pas forcément. Mais je trouve que c'est quelque chose un travail assez compliqué à faire, pour moi en tout cas, de me dire est-ce que cette action-là, elle va avoir un impact sur les autres? Est-ce que si je fais ce changement-là, ça va avoir un impact sur un tel? Je trouve que c'est quelque chose de compliqué, un exercice compliqué. Mais même quand ça ne touche que nous-mêmes, parfois on peut se poser la question de ouais, mais l'autre, est-ce qu'il va me voir de la même manière du coup, en fait? Du coup, ça n'a pas forcément un impact sur l'autre, mais sur la relation. Et du coup, ouais, c'est souvent des questions un peu compliquées. Mais si c'est pour nous, que ça apporte quelque chose de bien, où est le problème? Bien sûr. Si la personne en face de toi est aussi dans une certaine forme d'écologie, que ce soit personnelle ou relationnelle, ça ne devrait pas poser de problème. Bien sûr. Mais je pense que c'est compliqué de savoir si ça va à l'autre, si c'est ok pour l'autre et si ça va dans son sens aussi à lui. Ouais. Je trouve que c'est ça qui est compliqué au fond. Parce que si on était ok sur toutes nos actions et si on disait ok, ça c'est que du bon pour tout le monde, je pense qu'on s'autoriserait plus de trucs. Enfin... Quand bien même ça apporterait du bon à tous, comment ce sera perçu? Même là, en fait, on se pose certaines limites et on s'autorise pas. Là où il faudrait peut-être s'autoriser. Et toutes ces personnes, justement, qui sont pas capables de comprendre ça, de comprendre qu'on puisse changer, qu'on puisse faire autrement, qu'on puisse faire mieux, et que finalement on puisse s'autoriser à être et faire différemment. Est-ce que tu as envie que ce soit tes amis? J'ai tendance à écarter très rapidement ce genre de personnes, et très facilement d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose de bien ou pas, mais j'avoue que je sais que pendant très très longtemps j'avais du mal, justement, je trouve que c'est compliqué d'écarter quelqu'un de sa vie, de dire stop à une amitié ou à une relation amoureuse, quelque chose comme ça, sans qu'il y ait vraiment de cassure profonde, quoi, de choses, un trauma ou des choses comme ça. Mais c'est quelque chose que je fais de plus en plus facilement ces dernières années, de faire un tri en fait, de voir. Et du coup, avec ça, est-ce que tu as ce sentiment justement de pouvoir mieux t'autoriser les choses et du coup d'acquérir une certaine liberté? Totalement. Ouais. Totalement. De pouvoir m'autoriser plus de choses bonnes pour moi et ouais,
Tout simplement de pouvoir faire ce que je veux sans me poser trop de questions, parce que je pense que plus on a d'intervenants et de personnes autour, plus il y a de questions à se poser, parce qu'il y a potentiellement plus d'impact. Et je pense que ça facilite un peu les choses. C'est marrant parce que c'est un phénomène qui se fait naturellement avec l'âge. Donc je pense que évidemment, plus on y pense tôt, mieux c'est. Mais c'est un truc qui a été observé. Avec l'âge, on va privilégier la qualité de la relation plutôt que la quantité. Et dans la qualité, je pense qu'il y a un moment où justement il faut rechercher nos amitiés, nos relations nous définissent un certain cadre. Et bien chercher là où on peut avoir le cadre le plus souple, on va dire, de façon à pouvoir se préserver dans une écologie personnelle et relationnelle, du coup. Tout à fait. Ça fait beaucoup d'histoires de cadre, et en même temps, c'est ça qui est intéressant dans le parallèle entre les jeux et nos vies, quoi. On va peut-être pouvoir passer aux questions. Est-ce que toi, tu avais des questions particulières, ou est-ce que tu préfères que je commence avec celles qu'on m'a données en off ? Je vais réfléchir à mes questions. On m'a demandé quand même une grosse question qui est le jeu, en quoi ça aide au changement finalement. Parce que le changement, comme je disais dans la vidéo d'ailleurs, pour changer il faut d'abord apprendre, ou au moins s'autoriser. Et quand on s'autorise à faire autre chose, eh ben déjà on initie un changement. Donc quand on teste un nouveau jeu, on initie un changement. Quel qu'il soit, même si ça n'a aucun gros impact dans notre vie, ça initie un changement. On a pu voir dans le podcast précédent, je crois, que le changement engendre le changement. Donc même si c'est à travers le jeu qu'on commence à établir son petit changement, ça peut facilement se répercuter sur tout le reste. Mais en plus de ça, justement, dans le jeu, on arrive face à un nouveau jeu qui a un certain cadre, qui propose certaines règles, et comme tu le disais, qui peut avoir un côté angoissant, parce qu'on ne le comprend pas, parce qu'on ne le connaît pas. Donc on débarque dans une zone d'apprentissage, voire même, suivant les émotions, de danger, parce qu'on a peur de décevoir les autres, parce qu'on a peur nous-mêmes de ne pas comprendre et donc de se décevoir nous-mêmes peut-être, parce que voilà, y a tout un tas de peurs qui peuvent être là. Et finalement, on se rend compte que très rapidement, on sait s'adapter. Donc le jeu a ce facteur-là de pouvoir nous montrer qu'on est capable. Et rien que ça, c'est déjà énorme. Le jeu est capable de nous montrer qu'on sait s'adapter, qu'on sait apprendre, et que sitôt qu'on l'a assimilé ce nouveau cadre et cette situation de jeu, on sait établir une stratégie, on sait réagir, on sait finalement quoi faire. Même si c'est pas optimal, on sait faire quelque chose. Et je pense que c'est très important d'apprendre à faire quelque chose quand bien même ce ne soit pas optimal. C'est plus important de faire quelque chose plutôt que de se passer trop de temps à se demander quoi faire et finalement rien faire. Parce que ça nous fait rentrer dans une action, ça nous fait rentrer dans un mouvement, et le mouvement, c'est ce qui est le plus important. Stagner, c'est mourir. Donc voilà, je pense que tout ça, c'est des choses qui nous montrent qu'on est capable de changer, quand bien même ce soit dans le cadre d'un jeu, qu'on est capable d'apprendre, et comme c'est apprendre, c'est changer. Mais en plus de ça, il y a un côté où il peut y avoir un espèce de transfert de compétences. Ça, c'est une notion qui commence à être quand même assez bien établie. Dans le jeu, tu vas forcément apprendre quelque chose, que ce soit de l'ordre d'une pensée, de l'ordre d'un savoir, de l'ordre d'une connaissance, de savoir-faire, ou simplement de comment gérer une émotion. Parce que finalement, tu étais stressé au début du jeu parce que tu le comprenais pas, tu es quand même rentré en action, et le fait de rentrer en action t'a aidé aussi, quelque part, à gérer ces émotions, pour finalement retomber sur un truc plus calme, plus serein, voire enthousiasme. Carrément. Du coup, il y a forcément des compétences à apprendre et qu'on peut réutiliser ailleurs, et établir un transfert de compétences. Parce que quand tu arrives face à un examen, tu stresses. Bien sûr. Et le fait de stresser, parfois, tu bloques. Et tu commences à lire ton examen, mais comme tu bloques, tu comprends pas ce que tu lis, donc tu le relis encore une fois et tout. Et peut-être que là, tu as appris quelque chose, c'est que quand tu te mets en action, tu le gères mieux. Vas-y, commence à répondre. Même si tu te plantes, c'est pas grave. Au moins, tu commences à répondre. Et le stress va diminuer, les réponses d'après seront plus exactes. Et à la fin de ton examen, tu pourras revenir sur tes premières questions pour mieux les refaire. Quand tu arrives à... Je pense que le meilleur exemple, finalement, c'est quand on doit faire une prise de parole en public. Ça, pour beaucoup, c'est un stress. Et on n'arrive plus à parler, on a la gorge nouée. Mais en fait, en parlant,
on se rend compte que c'est beaucoup plus facile. Mm. Et au-delà de ça, avant même de ce qu'on apprend, dans le jeu, il y a la question de comment on apprend. Et cette compétence-là de comprendre comment on apprend, on peut la transférer ailleurs. Et finalement, tu as appris, avec une équipe qui compte sur toi, ça te pousse à faire des choses, à apprendre vite, à prendre un rôle. Mm. Et un rôle unique, ça aussi c'est intéressant, quitte à changer de rôle après, mais déjà entre guillemets se limiter ou rentrer dans un cadre qui est un seul rôle, c'est peut-être une façon d'apprendre. Comment tu as appris le jeu, on t'a dit les règles, et t'as joué. Il n'y a aucun moment où t'as regardé quelqu'un jouer, t'as étudié, t'as fait « Ah, là il fait ça, je note ». Non, on t'a dit les règles et tu t'es lancé en fait. Et je pense que ça déjà, c'est un moyen d'apprentissage. En plus de gérer ses émotions, en plus de justement de rentrer dans l'action et tout, il y a peut-être d'autres choses que tu as vues autour. Je sais pas si c'est ton cas. J'ai rien qui me vient à l'esprit là. Qui peut-être peuvent te donner des indices sur toi personnellement, comment tu fais pour apprendre les choses. Parce qu'on a un socle commun pour apprendre les choses, mais on a aussi des trucs un peu plus personnels. Moi, je sais que les règles de jeu, on peut me les expliquer, j'apprendrai rien. Je me mets dedans et on me les explique à fur et à mesure. Là, j'apprends super bien. Je sais qu'une connaissance, par exemple, si je dois la lire, je la retiendrai jamais. Si on me la raconte, je la retiendrai tout de suite. Et ça, on a tous nos petits trucs. Et dans les jeux, parfois, on peut justement apprendre et comprendre comment notre apprentissage personnel fonctionne. Ouais, ça vient de me tilter parce que du coup, je faisais pas le parallèle encore, mais c'est vrai que le fait d'avoir une personne du bar à jeu qui nous a expliqué les consignes, déjà, je trouve que ça a fluidifié la chose. Parce que je trouve que c'est très barbare quand même, une feuille entière pleine de règles écrites en format 11, c'est terrible. Et puis on se dit, mais comment on va retenir tout ça? Enfin, c'est pas très falque, quoi. Et le fait d'avoir quelqu'un qui nous l'explique, qui le simplifie, qui le met aussi à sa sauce, mais je trouve que ça facilite la chose. Mais je suis d'accord, je suis un peu de ce principe d'arriver à apprendre en me mettant en action, en lançant le jeu et d'avoir des petits tips au fur et à mesure qui viennent augmenter mes compétences, mais de commencer l'action, quoi. Je pense que c'est comme ça que j'apprends aussi le mieux. Ouais. La pratique. Et après, surtout, là, il y avait un exercice particulier autour de ces jeux, au-delà du fait qu'ils soient collaboratifs et tout, c'était de prendre en conscience notre état interne. Et cet état interne-là, il faut comprendre qu'il est spécialement propice à l'apprentissage. C'est pour ça que très rapidement, finalement, même si les règles peuvent paraître très complexes, tu les as appris et assimilées très rapidement. Et du coup, je dirais que le dernier lien qu'il y a entre le jeu et l'apprentissage ou le changement, c'est ce point-là en fait. L'état interne. L'état interne, c'est quelque chose, c'est la complexité de la relation entre les pensées, les émotions, toutes ces choses-là qui sont directement liées avec les hormones qui vont être libérées dans notre cerveau. Eh bien, toutes ces choses-là peuvent soit faciliter, soit rendre d'un seul coup plus difficile à la fois un apprentissage et à la fois un changement. Si le mec était venu pour vous expliquer les règles et vous avez dit ouais de toute façon vous êtes débile, vous allez avoir du mal à comprendre mais je vais essayer quand même, là il faut faire ça, est-ce que tu penses que tu aurais appris aussi bien que s'il est venu en me disant ah ça c'est un jeu génial, écoutez, regardez c'est assez simple, papapapapap. Je pense un peu moins bien et que je l'aurais un peu moins bien reçu aussi. Bon, c'est sûr que si c'est un mec du bar, il vaut mieux qu'il te parle bien quoi. Mais dans ta vie, c'est pareil en fait. Pour tous les parents qui veulent faire leurs devoirs à leurs enfants, si à chaque fois qu'ils se trompent, ils se prennent une baigne dans la tête, l'enfant il est tétanisé et du coup il apprend pas bien. Ouais. Alors que s'il est dans un cadre sécuritaire, dans un cadre de bonne ambiance, il apprendra beaucoup plus efficacement. Je fais un parallèle, c'est fou. J'ai fait une formation il y a pas longtemps. C'est une formation qui est pas qui concerne l'autisme, qui est parfois critiquée, parfois non, qui s'appelle ABBA. Et justement, c'est pour vraiment simplifier, c'est féliciter et encourager quand la personne fait quelque chose de bien. Et de faire une extinction, donc de rien faire quand quelque chose de pas bien se passe.
pas bien se passe. Parce qu'en fait, on nous explique que de féliciter quand ça se passe bien, de dire c'est cool ce que tu viens de faire, c'est ça qu'il faut faire, la personne apprend ce qu'il faut faire. Alors que quand on lui dit ah ben là c'est pas bien, ok elle apprend que c'est pas bien, mais ça lui apprend pas à faire bien derrière. Et aussi je pense que ça met dans un certain état d'esprit de voir plutôt le côté positif et d'amener vers le côté positif plutôt que de taper un peu sur le côté négatif. Ouais, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif. C'est ça. C'est ça. L'avantage du renforcement positif, en fait, c'est qu'il te laisse sur une émotion qui est liée à l'enthousiasme, enfin, qui génère les hormones dont on parlait, comme la dopamine, la sérotonine, et si en plus on te félicite, un peu l'ocytocine, parce qu'il y a ce lien qui se crée avec la personne qui te félicite. Du coup, nécessairement, c'est des émotions qui sont plus propices à l'apprentissage que, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler le renforcement négatif. Donc, quand on te dit c'est pas bien ça, ok, c'est bien parce que tu retiens qu'il faut pas faire comme ça, mais ça a deux problématiques. De un, c'est que ça peut te laisser dans une émotion qui n'est pas du tout propice à l'apprentissage. Des émotions de déception, de se sentir nul, donc incapable. Donc, nous-mêmes, on vient se poser des limites à l'apprentissage. Et en plus de ça, notre cerveau a beaucoup de mal à assimiler la négation. On le remarque bien d'ailleurs avec les enfants, quand on leur dit « ne fais pas ça », le premier truc qu'il va faire, c'est ça. En fait, si je te dis d'imaginer quelqu'un debout devant toi, tu l'imagines assez facilement. Si je te dis d'imaginer quelqu'un debout devant toi, en train de tomber, ça se fait. Ça s'imagine assez facilement. Si je te dis d'imaginer quelqu'un debout devant toi, qui n'est pas en train de tomber. Comment tu l'imagines ? Debout. Bah, il n'est pas debout, il n'est pas en train de tomber. Tu peux pas le faire. Ouais. Tu es obligé de l'imaginer en train de tomber à un moment ou un autre, te dire que c'est pas ça, mais du coup, bah, c'est avant ça, mais c'est pas avant ça, puisqu'il se tient juste debout. Il y a beaucoup... Enfin, on ne sait pas inclure une négation dans notre imaginaire, dans notre représentation des choses. Et ça, c'est un peu compliqué. Ou alors, quand on arrive à le faire, on a nécessité de d'abord l'imaginer en train de se faire. Et du coup, quand on te dit non, il faut pas faire ça, tu as forcément l'image de ça qui est en train de se faire, voire tu n'arrives pas à enregistrer le truc, quoi. Donc c'est une erreur sur laquelle tu peux facilement revenir, quand bien même on te dit que ce n'est pas ça qu'il y a à faire. C'est pas pour rien qu'on considère que le renforcement positif est plus efficace. J'en suis convaincue. Ouais. Et ça vient générer justement toutes les émotions qu'on a autour du jeu. Donc c'est un argument qui va en ce sens du jeu. C'est le meilleur atout qu'on ait pour l'apprentissage. Est-ce que tu as du coup des questions ? Ouais, j'en ai deux. Bon, je sais pas si c'est totalement dans le sujet, mais j'ai remarqué que quand on jouait, par exemple, un jeu de rôle, on se mettait dans la peau d'un personnage et donc on avait toutes sortes d'émotions qui nous traversaient et à la fin du jeu, on avait un peu envie de se lancer dans des quêtes, mais dans la vie réelle, quoi. Ouais. Des trucs un peu... quelque chose d'un peu aventurier, une âme d'aventurier qui nous prend. Et j'ai remarqué que ça me faisait un peu la même chose quand j'allais voir un film d'action, un truc un peu style Hunger Games, des choses comme ça. À la fin, je sortais, j'avais envie de me lancer dans des projets de fou, enfin voilà, d'être un peu dans ces personnages parce que je m'identifiais à eux. Et du coup, voilà, c'était ma question. Est-ce que c'est les hormones, le fait de voir des choses un peu d'action, etc., qui libèrent des hormones et du coup j'ai envie derrière de faire des choses comme ça, ou alors c'est l'identification à un personnage, en fait, c'est je prends une petite partie de lui que je mets en moi et du coup qui me donne envie de justement de faire ce qu'il fait, quoi. C'est les deux. Ok. C'est les deux. Oui. Le fait de t'identifier fait que tu vas le libérer, peut-être pas avec la même dose que si tu vivais la chose, mais en tout cas, il y a une libération similaire d'hormones qui se fait. Et du coup, ça te laisse dans ce mood-là de vouloir avancer, de vouloir faire des choses, partir à l'aventure ou quoi. Et il y a aussi ce phénomène-là, le fait que tu t'identifies, tu crées des circuits, des parcours neuronaux qui sont similaires. Et du coup, tu apprends de cette personne-là, tu comprends cette personne-là, et du coup, tu l'assimiles d'une certaine manière. Enfin voilà, c'est pas, tu deviens pas cette personne, mais il y a une part d'elle qui vient s'inscrire en toi et du coup ça peut facilement donner cette envie-là.
Okay. Et c'est d'ailleurs, je dirais, la plus grosse difficulté du jeu de rôle, quand on joue, c'est ce travail un peu de théorie de l'esprit qu'il y a à faire, là, il y a cette situation, j'ai envie de faire ça. Non. Qu'est-ce que ton personnage aurait envie de faire ? C'est clair. Et là, la difficulté se joue, c'est quand tu joues un personnage qui est quand même bien différent de toi, ne pas le ramener à toi, justement. De se dire, non, lui, il ferait ça comme ça. Et ça, c'est un nouvel apprentissage, justement, ça te pousse à faire différemment. Ça t'apprend tout ce qu'il y a derrière la théorie de l'esprit. Qu'est-ce que lui sait, qu'est-ce que moi je sais, ce sont deux choses différentes. Comment lui ferait, comment moi je ferais, ce sont deux choses différentes. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les comprendre. Donc là, il y a un apprentissage à ce niveau-là, et il y a un apprentissage de faire différemment, de faire autrement. Du coup, ça nous force aussi à comprendre comment lui peut percevoir les choses. Donc ça nous force aussi à prendre un autre point de vue sur une situation. Ça, c'est un nouvel apprentissage qui débloque énormément de situations. Et du coup, à force d'être quelqu'un d'autre dans un jeu, c'est une part de nous qui se développe. Quelque part, on peut considérer que tu as toutes ces parties-là qui sont en toi, mais que tu les as pas encore bien développées. Et le fait de regarder un film avec une part de toi qui est dedans, de jouer un personnage avec une part de toi qui est dedans, tu es en train de développer cette part de toi. Donc derrière, elle reste un petit peu plus développée, donc tu as un petit peu plus envie de le faire. Ok. Autre question ? J'avais une autre question. Est-ce que tu penses que le jeu de rôle ou le jeu tout court, c'est un outil qui devrait être généralisé, notamment dans le milieu professionnel avec ses collègues, avec ses patrons, avec... J'en suis foncièrement convaincu. Alors, il y a un peu... Il y a certaines vagues qui ont été faites justement pour apprendre en cours avec des jeux et tout. Je pense que c'est pas évident. La plupart du temps, dans ces jeux-là, on va trouver des jeux qui nécessitent un certain savoir pour vérifier si tu as bien appris tes cours ou justement pour apprendre tes cours, ce genre de trucs. Ce genre de jeux-là, j'ai peu d'avis dessus. Je pense qu'ils sont rarement bien faits. Je pense que l'intérêt du jeu, c'est justement l'action qu'on peut avoir dedans. Et dans ce genre de jeu, l'action est assez limitée et le côté on apprend quelque chose est beaucoup trop transparent quelque part. Pour autant, je pense que le jeu de rôle particulièrement nous force à rentrer dans un rôle. Donc à être et à faire différemment. Et donc là, on apprend de manière beaucoup plus implicite quelque part et du coup c'est beaucoup plus efficace. Quand j'étais jeune et que j'ai découvert le jeu de rôle, le frère de la personne qui m'a appris le jeu de rôle avait fait une thèse sur l'utilité du jeu de rôle formatif. Incroyable. J'avoue que j'ai pas lu les 360 pages, mais j'en ai lu une bonne partie et je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Je pense qu'on aurait tous à gagner à faire des jeux de rôle en équipe de travail parce que justement ça va nous permettre de découvrir d'autres facettes de personnalité des autres personnes, comprendre leurs sensibilités, leurs difficultés, leurs forces, leur capacité de communication aussi, qui parfois on s'en rend pas toujours compte. Une personne qui est un peu timide, on a toujours un peu plus de mal à comprendre sa personne. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il est timide. Donc probablement qu'il est un peu sensible, on va se dire ça. Mais concrètement, on n'en sait rien. Et on a du mal à comprendre ces personnes-là. Peut-être que dans le jeu, justement, lui poser un rôle où il va s'exprimer un peu plus. Et là, malgré nous, dans le jeu de rôle, il y a forcément des moments où il y a un peu de nous qui ressort. Et du coup, ça peut venir aider à souder des liens, à mieux se comprendre les uns les autres, à comprendre aussi nos limites. Et du coup, je pense que ne serait-ce que pour l'aspect du coup humain, ça apporte. Quand on comprend mieux nos collègues, on travaille mieux avec eux. Donc pour l'aspect entre guillemets productif, même si c'est un mot que j'aime pas trop, pour toute sa connotation, pas pour ce qu'il est en soi. Mais oui, ça rend forcément plus productif, le fait de mieux s'entendre, d'avoir une meilleure ambiance, ça génère des émotions, des hormones qui sont plus propices à la production. En plus de ça, justement, je pense que quand tu as quelqu'un de nouveau qui arrive dans une entreprise, ou dans un groupe, pas forcément une entreprise, ça peut être un groupe d'amis ou une association ou quoi que ce soit,
faire un jeu de rôle, ça va directement l'inclure dans un jeu, dans une connivence avec les autres personnes. Et du coup, il va s'intégrer plus facilement. On va l'intégrer plus facilement. Et en plus de ça, suivant le jeu qui est mis en place, donc je prenais l'exemple des jeux de rôle formatifs, si c'est pour l'aider à rentrer vraiment dans l'axe du groupe, quel qu'il soit, eh ben ça va lui apprendre directement quelle place il a à prendre. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de formations où on obtient des diplômes, où on apprend tout un savoir, où on apprend peu le savoir-faire. Je pense que, il existe encore des formations où on a du savoir-faire, et je dirais peut-être pas encore assez. Après, les métiers manuels, heureusement qu'il y a du savoir-faire dedans. Bien sûr. Mais même eux, parfois, ils apprennent un savoir-faire qui est dans un certain cadre. Et au final, quand ils se retrouvent dans le terrain, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas telle machine, ils n'ont pas telle possibilité, ils n'ont pas ça. Et du coup, le cadre est encore différent. Avec le jeu de rôle formatif, justement, on va apprendre ce côté-là. Mais aussi, il y a quelque chose qu'on apprend très rarement, voire pas du tout en cours ou dans nos différentes formations, c'est le savoir-être. Tu m'as devancé, je l'avais. Dans tous les métiers, il y a un savoir-être. On n'est pas la même personne si on est dans notre intimité, si on est avec des amis, si on est avec notre famille et si on est au travail. Et le jeu de rôle formatif nous apprend à être dans ce cadre-là. Donc oui, très clairement, il n'y a que du positif à prendre. Même si c'est juste sur un jour, peut-être que si c'est dans le cadre d'une entreprise où la productivité est très très importante, parce que faisons de l'argent, c'est ce qui est le plus important, on le sait tous, prendre une journée pour ça, certes, on ne va pas être productif dans une journée, mais ça fait que tout le monde saura être plus productif plus rapidement par la suite. Donc je pense que c'est une perte pour un gain qui est plus important. Bien sûr. D'autres questions ? Je crois que c'est bon. Donc on est OK pour ce podcast ? Ouais, je crois bien. On va vous souhaiter une belle journée, une bonne soirée. Beaucoup de changements, beaucoup d'apprentissage. Et puis surtout, apprenez à être meilleur qu'hier, d'être bienveillant avec vous-même, d'être écologique avec vous-même. Allez, tchuss!